had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue pour cette 4e étape du Tour Down Under, l'étape reine aujourd'hui qui devait un petit peu décider du classement général, sauf que il fait plus de 40 degrés en Australie et qu'il y a un petit peu des risques de feux de forêt carrément. Et du coup, c'est dangereux. Évidemment, c'est dangereux à la fois pour les coureurs, mais surtout pour le public. S'il y a beaucoup de monde dans un endroit, qu'un feu se déclare, imaginez la panique pour que tout le monde s'en va. Et du coup, les organisateurs ont décidé de changer un petit peu le parcours. Et au lieu de 3 ascensions de la Virunga Hill, comme c'était prévu au départ, et pour la première fois, on allait faire 3 fois cette ascension dans la même étape, on va faire cette fois-ci seulement 0 ascension de la Virunga Hill. Elle est complètement supprimée. Et en fait, l'étape est complètement modifiée. Au lieu d'une vraie étape longue, avec ces 3 ascensions de 176 km, ils nous ont pondu un parcours tout plat, et ils n'ont pas le choix en fait. 130 km, c'est quasiment plat. Alors ça commence par une ascension qui sont allés nous chercher de la Chandler's Hill, 13 km, mais à 2,4% de moyenne. Donc autrement dit, c'est assez facile. Et au final, le juge de paix, ça sera la montée de Willunga, 1 km à 3,5%. On va la franchir aussi 3 fois, ça sera au sommet de celle-ci que se jouera la victoire. Mais bon, 1 km à 3,5%, comparé à 3 km à 7%, c'est évidemment pas du tout la même histoire. Et a priori, ça va se finir au sprint aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres possibilités. Même si donc le dernier kilomètre est légèrement en pente, 3,5%, ça ne sera pas suffisant pour empêcher des coureurs comme Brennan, comme Corbin Strong, ou même les purs sprinteurs comme Welsford ou Lund Andresen d'être là dans le final a priori. Donc c'est très décevant. Mais la sécurité, le principe de précaution a primé, et c'est normal, c'est dommage, mais c'est comme ça, il fait trop chaud, c'est dangereux. Et donc, le sport en prend un coup, là, parce que vraiment, c'était sur cette étape qu'il pouvait y avoir encore un peu de suspense et de changement au classement général, même si, à vrai dire, c'était déjà plus ou moins joué, ça se jouait plus qu'entre Jevine et Narvaez. Mais du coup, c'est les sprinteurs qui vont être contents, ils sont venus jusqu'en Australie, et ils auront le droit à une chance de plus de s'imposer, tous ceux qui n'ont pas encore gagné. Brennan et Strong, comme j'ai dit. Alors, ceux qui ont déjà gagné, ce sont Welsford et Lund Andresen. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas gagné. Danny Van Poppel, Casper Van Hunden, Jensen Ploreit, Sébastien Molano, Lewis Bauer, qu'on a vu faire 3e hier, Tim Tutterberg, Lionel Tamigno, Luc Lamperti, Alberto Dainese, Stan Friedheim, Aaron Gate. Ils sont contents, tout cela. Ils sont contents parce qu'ils disent qu'ils ont une chance de plus de remporter une étape pour le Tour, alors qu'aujourd'hui, ça n'aurait vraiment pas dû être pour eux. Et bien aujourd'hui, du coup, avec ces changements faits, un petit peu à la dernière minute à cause de cette température absolument infernale et surtout donc des risques de feu. On supprime la Virunga Hill, on se retrouve avec une étape toute plate ou presque jusqu'à l'arrivée sur ce faux plat montant, mais qui ne devrait pas empêcher les sprinteurs d'aller finalement chercher la victoire aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et allez, Stuart O'Grady, le directeur de la course qui agite son drapeau. C'est lui qui a décidé bien sûr de faire tous ces changements à cause des risques et qui agite son petit drapeau. C'est parti, le kilomètre 0 avec un premier attaquant, un coureur de l'équipe nationale australienne qu'on a peu vu cette équipe, c'est vrai pour l'instant sur ce tour, alors que l'an passé, je me rappelle, on les voyait partout. Là, c'est Matthew Greenwood, celui qui avait essayé de prendre l'échappée dans la première étape mais qui avait échoué, qui part. Il est suivi par Martin Urianstad. Alors lui, ça va faire 4 sur 4. 4 étapes en ligne et 4 échappées pour lui. Le changement de parcours pour Urianstad, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a du coup moins de points de la montagne à aller chercher. Au lieu de 3 cols de première catégorie, aujourd'hui, il y a juste un seul col de première catégorie avec 10 points. Et un seul autre de 3e catégorie, il y aura 5 points. Donc moins de points à prendre possible pour ses adversaires pour venir le rattraper. À mon avis, s'il passe en tête de la première difficulté là, qui aura lieu dans pas longtemps, c'est au kilomètre 13 très exactement, le sommet de la Chandler's Hill. C'est 13 km à 2,4% de moyenne. S'il passe en tête, qu'il prend 10 points, ce sera mathématiquement fait pour lui et pour le maillot de meilleur grimpeur
sur ce Tour Down Under. Il est donc en compagnie de Matthew Greenwood. Derrière, un coureur de la Groupama FDJ qui tente de sortir. Notez que ça commence en montée là. Hein. Les 2 premiers kilomètres sont à 6% de moyenne. Donc c'est un départ assez dur quand même. Et on sent qu'il y a des motivés pour prendre l'échappée aujourd'hui parce qu'il doit y avoir beaucoup de coureurs frustrés de ce changement de parcours et qui se disent que autant aller à l'avant et rendre la tâche un petit peu compliquée aux sprinteurs qui sinon ils l'auront trop facile aujourd'hui. Hein. Et ça montait tellement, ça roulait tellement fort qu'ils ont été repris, Greenwood et Orienstad là, mais Greenwood il est reparti dans un trio qui vient de s'échapper de nouveau juste au sommet de ces 2 premiers kilomètres pentus. Et il est accompagné par 2 beaux coureurs là, avec Cavagna et avec Luc Plapp. Alors que, oh attention, qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan Narvaez au sol. Oh regarde, ça te fait mal. Jonathan Narvaez au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 2e du classement général, le seul qui peut inquiéter Jevine. Oh, il a l'air d'avoir mal. Il a 3 médecins autour de lui, il crie de douleur et il est tombé tout seul. Mais alors là, c'est vraiment incroyable. Il est tout seul sur la route. Il a dû prendre un petit terre-plein central là sur cette grande route. Mais c'est une route large, c'est une 2 fois 2 voies. Il y a un tout petit terre-plein central au milieu qu'il a dû se prendre. Il est tombé et là, il a mal à la jambe. Oh non, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce final un tout petit peu pentu. Les 400 derniers mètres sont à 5%. Ça aurait pu vraiment scier un joueur comme Narvaez. Et si jamais il s'imposait et que il prenait les 10 secondes de bonif, vu qu'il avait 6 de retard, il aurait pu prendre la première place à Jevine. Mais là, ça sent l'abandon. Là, il va abandonner Jonathan Narvaez. On n'a pas vu la chute, on l'a juste vu lui, tout seul sur la chaussée. Un endroit absolument pas dangereux. On est parti depuis même pas 3 km. Et Narvaez est tombé et s'est fait mal. Alors là, c'est le coup dur. Coup dur pour lui, coup dur pour le suspense du vainqueur final. Coup dur pour tout le monde. C'est fini. Il y a la civière qui vient le chercher. Alors il est assis sur la chaussée. Il est complètement conscient, mais il s'est fait mal à la jambe. Ça va être l'abandon pour Jonathan Narvaez. Ah là là, incroyable. Incroyable. Un vrai coup de théâtre là. Comme quoi, il faut être vigilant à tout instant, même sur une étape comme ça qui du coup on se disait n'aurait aucune influence sur le classement général. C'est quasiment tout plat. Et voilà. Toute petite erreur d'inattention. On glisse sur un terre-plein et boum. Ça pardonne pas, on est quasiment nu. De toute façon, sur son vélo, on a un lycra de 0,01 mm qui nous protège de rien du tout. La moindre chute fait très mal sur le goudron. Ça va donc être l'abandon, très certainement pour Narvaez, alors que pendant ce temps, le trio dont je vous ai parlé juste avant, Luc Plapp, Rémi Cavagna et Matthew Greenwood, c'est un petit peu échappé. Il a 20 secondes d'avance, mais il y a d'autres coureurs qui tentent de sortir du peloton parce qu'ils se disent qu'un groupe avec Cavagna et Plapp, ça serait quand même pas complètement dégueu de rejoindre. Et donc, il y a 1, 2, 3 coureurs là, qui sont sortis un par un pour tenter de revenir sur la tête de la course. C'est pas encore fait non plus pour cette échappée pour prendre le large. On va arriver au sommet de la Chandler's Hill avec Rémi Cavagna qui mène devant Matthew Greenwood et Luc Plapp, mais évidemment ils vont pas se battre pour les points de la montagne. Aucun d'eux n'en ont jamais pris. Ils sont trop loin pour espérer rattraper Martin Orienstad. Ils ne s'en soucient pas et de toute façon ils n'ont pas le temps à perdre. Il faut continuer à bien rouler parce qu'ils n'ont que 50 secondes d'avance sur le peloton qui a immédiatement mis les machines en route. On a vu notamment la Visma is the Bike de Mathieu Brennan être déjà très impliqué dans la poursuite. Il faut dire que Mathieu Brennan, avec ce final en légère montée, il semble être le favori du jour. On avait un autre coureur de l'équipe nationale australienne, Oliver Bledin, qui a tenté de revenir sur les 3 hommes de tête, mais il a réussi à revenir jusqu'à 20 secondes avant de craquer. Là, c'est le peloton qui arrive à son tour au sommet, et Martin Orienstad, qui fait une petite accélération là, ou plutôt qui mène le peloton pour aller prendre 2 points, qui restait encore à prendre pour le 4e. Voilà, mission accomplie pour Martin Orienstad. Mais bon, là, il n'y a pas de danger. Son maillot de meilleur grimpeur, s'il termine ce Tour Down Under, s'il ne connaît pas la même mésaventure que Jonathan Narvaez, qui a officiellement abandonné la course suite à sa chute. Terrible coup dur pour l'Équatorien. Orienstad, s'il ne connaît pas donc le même sort, il remportera ce maillot de meilleur grimpeur du Tour Down Under demain, au final de la dernière étape. Et l'écart qui devient intéressant pour les 3 hommes de tête. On est certes très loin de l'arrivée, 94 km exactement. Mais l'écart qui dépasse les 3 minutes, 3 minutes 10. Je crois que depuis le début de ce Tour Down Under, c'est le plus grand écart qu'on ait vu entre des échappés et le peloton. Un peloton qui ne semble pas très décidé finalement à poursuivre. La Visma is the Bike avait commencé puis s'est ravisé. On voit un petit peu l'Ineos venir, mais c'est pas vraiment franc. Et c'est pour ça que l'écart grandit avec les hommes de tête. Et d'ailleurs, on voit pas mal de coureurs de la Jayco Alula, des coéquipiers de Luc Plapp, à l'avant de ce peloton. Ça veut bien dire que ça roule pas si fort que ça. Parce que sinon, ces coureurs de la Jayco, ils ne seraient pas là en tête du peloton à suivre le rythme et même à essayer de perturber un petit peu la poursuite. Donc intéressant pour Luc Plapp, Mathieu Greenwood et Rémi Cavagna, c'est cet écart qui grandit. Peut-être que la chaleur aussi a son importance, il fait très chaud.
plus de 35 degrés. Et il est possible qu'il y ait des coureurs qui en souffrent, en tout cas devant. Ils n'ont pas l'air d'en souffrir, ça roule fort, ça roule bien. Premier passage sur la ligne d'arrivée pour les 3 échappés. On va la passer 2 fois cette ligne d'arrivée avant la véritable arrivée. En effet, on voit que ça monte un petit peu graduellement, mais ça ne montera pas suffisant pour vraiment empêcher un sprint. Oh, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Oh, il y a encore une chute là. Il y a encore une chute dans le peloton, mais cette fois-ci, il n'y a pas qu'un seul coureur. Il y a plusieurs coureurs impliqués. Beaucoup de coureurs de la Tudor là, qui repartent tous ensemble. Il y a au moins un coureur qui reste à terre. Il y en a même 2 là. Il y a un coureur de la NSN aussi en plein milieu de la route. Alors, c'est pas très clair. Oh, elle est nerveuse. Elle est nerveuse cette étape. Il y a du vent aussi en plus de côté, donc ça rend la course encore plus nerveuse. Les coureurs veulent se protéger du vent, donc ça frotte un peu. Et là, ça a touché plutôt dans l'arrière du peloton, je pense. Mais ça a fait en plus des petites cassures et avec ce vent, ça va faire mal. C'est difficile de rentrer. Et dans la chute, on voit un coureur de la Movistar là, qui repart seulement maintenant. Un autre de la Decathlon. Il ne reste plus qu'un seul coureur, je crois, qui n'est pas reparti. Et c'est encore un coureur de la Team Emirates. Alors, c'est pas Jevine, puisqu'il n'a pas le maillot de leader sur ses épaules. Mais c'est un autre coureur de la Team Emirates. Et il y a le coureur de la NSN non plus, qui n'est pas encore reparti. 2 coureurs qui ont pris un peu plus cher que les autres. Et Jack Stewart pour la NSN. Et celui qui n'est pas reparti encore, mais il est debout. Il va peut-être réussir quand même à prendre un vélo et se relancer. Mais il est bien amoché. Le coureur de la Team Emirates, lui, ne s'est pas encore relevé. Alors que du coup, il y a eu cette chute et j'ai pas eu le temps de voir qui est passé en tête sur la ligne d'arrivée parce qu'il y avait des petits points de la montagne à aller chercher, 5, 3 et 2. Mais bon, les échappés, ça les intéressait pas du tout. Le peloton qui, à son tour, arrive sur cette ligne d'arrivée avec 2 minutes et 46 secondes de retard sur les échappés. Mais un peloton qui n'est pas complet parce que voilà, il y a des coureurs qui sont tombés, il y a des coureurs qui ont été ralentis. Et donc, il y a des coureurs un petit peu de partout au milieu des voitures qui tentent de remonter. Et le peloton qui n'attend pas. Les retardataires, ça monte même assez fortement. Le vent qui rend tout ça très très nerveux. Il est possible qu'il y ait d'autres chutes d'ici la fin, parce que c'est vraiment tendu là pour l'instant. On arrive au premier sprint intermédiaire, mais là encore une fois, pas sûr que les échappés se le disputent pour aller chercher 3 petites secondes, même si pour l'instant, Luc Plapp est le leader virtuel du classement général. C'était le mieux classé des 3 échappés. Il a 1,57 de retard sur Jevine, et pour l'instant, les échappés ont repris un petit peu de temps. Ils ont 2 minutes et 44 secondes d'avance sur un peloton. Un peloton qui s'est calmé. La plupart des coureurs qui ont été ralentis ou pris dans la chute ont pu revenir. Peloton qui est de nouveau au complet, à part quelques abandons. Vegard Stake Laengen, c'était lui, le coureur de la Team Emirates, qui a chuté et qui a abandonné. Et puis Danny Van Poppel. Alors Danny Van Poppel, je ne l'ai pas vu sur cette chute, je ne sais pas où il était. Mais le sprinter de la Red Bull Bora-Hansgrohe, lui aussi, a dû abandonner. Et il ne pourra pas participer, du coup, bien sûr, évidemment, au sprint qui s'annonce tout à l'heure. Et Luc Plapp qui, assez logiquement, passe en tête de ce sprint intermédiaire. Il prend 3 petites secondes. On ne sait jamais. On est désormais à 65 km de l'arrivée. Et on voit un peloton qui se réorganise de nouveau. Après s'être très énervé, puis calmé. Là, c'est clairement la Visma Lease a Bike. On a 6 coureurs de la Visma Lease a Bike. Parmi les 7 premiers, il y a un petit coureur de la Lotto aussi qui est intercalé, qui doit peut-être donner quelques relais. Mais voilà, la Visma Lease a Bike a décidé de prendre les choses en main. Pour ne pas laisser trop de temps aux hommes de tête, on a en tout cas, nous par contre, le temps de faire un focus. On va se concentrer sur Luc Plapp, l'Australien, le local, qui court donc pour la Jayco Alula. Hier, j'ai ma langue a fourché, j'ai appelé la Jayco Alula la Jayco Oulala. Et on m'a fait remarquer que c'était en fait un très bon nom pour cette équipe. Mais je vais essayer quand même de continuer à l'appeler la Jayco Alula. Il y est depuis 2024, c'est sa 3e saison. Ancien coureur de l'Ineos Grenadier, c'était là où il avait commencé sa carrière. Luc Plapp, 8 victoires dans sa carrière, mais parmi ces 8 victoires, 6 ont été remportées sur les championnats d'Australie. Il a été 3 fois champion du chrono et 3 fois champion de la course en ligne. Et d'ailleurs, depuis 2021, il était toujours au moins soit champion d'Australie du chrono ou de la course en ligne, voire même les deux comme en 2024. Mais cette année, en 2026, il a échoué dans les 2 catégories, puisque ce sont Jevine sur le chrono et Patrick Eddy sur la course en ligne qui ont remporté ce championnat d'Australie. Et donc, il n'y aura pas de maillot distinctif pour lui, pour la première fois depuis 2021 pour Luc Plapp. Ces 2 autres victoires, c'était l'an passé. D'abord sur le Tour de Grèce, il avait remporté la 2e étape. Et puis surtout, sur le Giro, il avait remporté la 8e étape d'une échappée fleuve qui était allée au bout, remportant là bien évidemment la plus belle victoire de sa carrière et la première au niveau World Tour pour Luc Plapp, qui a participé à
à 4 grands tours déjà, 2 fois le Giro, une fois la Vuelta et une fois le Tour de France. Mais au classement général, il a toujours été très loin. 52e sur le Giro en 2024 comme meilleur classement. Et puis, c'est pas du tout un coureur de classique ni de monument. Il a fait une fois Milan-San Remo, terminé à la 65e place. Mais c'est pas son délire. Lui, c'est plus un coureur justement de classement général, normalement, même s'il a jamais bien figuré sur les grands tours. Sur les tours d'une semaine, quand même, il avait fait deuxième de l'UAE Tour en 2023. Et puis l'an passé, sur ce même Tour Down Under, il avait terminé 6e. Il a aussi fait 6e de Paris-Nice en 2024. Donc voilà, capable de bien figurer au général. Même si pour l'instant, sur ce Tour Down Under, il est loin puisqu'il a craqué dans la seule étape qui comptait. Et du coup, il profite de cette liberté d'avoir du temps de retard pour partir dans les échappées, essayer de gagner du temps autrement. Même si ça sera compliqué parce que derrière, la poursuite menée par la Visma The Bike s'organise avec même, ça y est, le soutien de la Ineos qui vient les aider aussi. La Tudor également, le peloton qui est de nouveau en mode poursuite pour les 3 hommes de tête. Ah, c'est étonnant là. Qu'est-ce qui se passe pour Rémi Cavagna qui n'arrive plus à suivre le rythme des deux autres? C'est extrêmement tôt pour lâcher. On est encore à 48 km de l'arrivée. Et c'est pas qu'il se relève, hein, la Rémi Cavagna. Il doit souffrir de la chaleur, je pense. La chaleur qu'il a atteint là. Il est plus capable de suivre les deux Australiens qui sont peut-être plus habitués que lui à ce genre de température. Luke Plapp et Matthew Greenwood, qui sont plus que tous les deux. Rémi Cavagna qui a lâché prise, il est pointé 5 secondes derrière et à moins qu'il fasse comme Baptiste Weishofer l'a fait hier, revenir ensuite du Diable Vauvert, là j'y crois pas du tout. Les températures sont bien plus élevées qu'à Clermont-Ferrand et Rémi Cavagna qui empathie et qui lâche alors que l'écart est de toute façon en train de fondre. Hein. Également, ils font comme Rémi Cavagna, plus qu'1 minute et 15 secondes d'écart entre le peloton et donc les deux hommes de tête désormais. Alors qu'on s'approche de notre deuxième passage sur la ligne d'arrivée. Et on va voir si ça sera aussi nerveux que lors de son premier passage, on n'espère pas. Deuxième passage sur la ligne d'arrivée au sommet, entre guillemets, de cette montée de Virunga. C'est Matthew Greenwood qui passe en tête devant Luke Plapp. Mais attention, le peloton est vraiment plus loin du tout. Rémi Cavagna a été repris par le peloton qui est pointé à 40 secondes derrière. Et là, le peloton, il monte quasiment au sprint. On croirait presque que c'est la vraie arrivée. Ils montent très vite, ils ont peur du vent parce qu'il va y avoir un virage à droite et là ils vont se retrouver en vent de travers et donc tout le monde a peur de se retrouver un petit peu pris dans une bordure. Et du coup ils montent au sprint et l'écart qui est quasiment réduit à néant alors qu'on est encore loin de l'arrivée, 42 km. Attention à ne pas prendre l'échappée trop tôt et donner des appétits peut-être à quelques coureurs pour partir en contre. Et ça va être bientôt fini pour Luke Plapp et Matthew Greenwood. Il va être pris même là juste avant le sprint intermédiaire. Ils ont été pendant longtemps à 10-15 secondes, on les a maintenus là, mais là on va revenir, c'est la Soudal Quick-Step qui fait un gros effort pour revenir. Ils se sont repris juste avant ce sprint, et là il y a des coureurs qui veulent le faire. Le sprint, c'est qui qu'on lance pour la Soudal? C'est Andrea Raccani. Ah oui, Raccani, il se bat pour le maillot de meilleur jeune, et là il est lancé, McKenna n'est pas là, il y a Mauro Schmidt qui lui se bat pour le podium, qui est aussi là avec un coureur de l'IF, mais c'est Andrea Raccani. C'est Raccani qui passe en tête, qui prend 3 secondes, et du coup c'est plutôt bien joué, parce que Michael Lennard n'était pas là, s'est fait surprendre. Et vu qu'ils étaient dans le même temps, les deux coureurs, et Raccani prend 3 secondes d'avance sur Michael Lennard. Il passe de la 8e à la 7e place. Et surtout, il va prendre le maillot de meilleur jeune des épaules de Michael Lennard. Ah, la Soudal Quick-Step, ils ont bien joué là. Là, on retrouve la Soudal Quick-Step que l'on connaît, qui ne laisse rien au hasard. Et Raccani, donc, qui prend 3 secondes. Et puis, bien joué pour Mauro Schmidt, qui a suivi ce mouvement, qui passe en 2e position, qui prend 2 secondes. Et qui désormais va avoir 9 secondes d'avance sur Harry Sweeney, son premier poursuivant, qui est 4e pour l'instant, mais qui sera 3e ce soir, puisque le 2e, Jonathan Narvaez, a abandonné. On a eu un petit peu d'animation là sur ce sprint intermédiaire. Les victimes ont été les échappés qui du coup ont été repris juste avant celui-ci. On est à 22 km de l'arrivée désormais. Peloton groupé, et on va pouvoir tranquillement aller vers ce sprint qui était annoncé, attendu dès le début sur cette étape Rennes, qui bien sûr, suite au changement, n'en est plus une du tout. 4 km de l'arrivée, peloton toujours groupé. On s'avance tranquillement vers ce sprint. Les trains qui commencent à se mettre en place. Alors qu'on a appris des abandons supplémentaires. Jack Stewart, qu'on avait vu pris dans cette chute, a également abandonné. Mais également son équipier Corbin Strong. Donc là, la NSN qui était venue avec une équipe de sprinteurs. Ils n'ont plus qu'Ethan Vernon là, pour aller faire le sprint aujourd'hui. Il y a aussi Liam Walsh qui avait fait un bon sprint lors de la première étape qui a dû abandonner. Donc voilà, des concurrents moins pour la victoire aujourd'hui. Avec tous ces coureurs qui ont été pris là, dans la chute lors du premier passage sur la ligne. Allez, l'Uno X, plutôt bien placé pour Stan Friedheim. Du côté de la Red Bull, je les vois aussi bien placés. Qui va aller sprinter? Laurens Pitty ou Finn Fisher Black, Gerhard Driesners. Ils ont encore du monde pour tenter le sprint. On a la
Picnic Pastenel plutôt bien placé pour Casper Van Hunden. Et les 20 derniers kilomètres étaient plutôt tranquilles. Depuis qu'on a repris les échappées, ça roulait assez piano. Du coup là, tout le monde a du jus. Et attention, ça va être nerveux. On est à 2 km 500. Ineos Grenadier aussi, ça y est, qui remonte, bien placé. Évidemment pour Sam Welsford. Pour la Visma Isobag, c'est plus compliqué. Ils sont tous éparpillés là. Il n'y a pas du tout de train. Mathieu Brennan est tout seul. Il est dans la roue de Ben Swift, coureur de l'Ineos Grenadier. Donc là, Brennan, il est un petit peu livré à lui-même. Côté de l'UNOX, on a un train. C'est peut-être Andreas Krod qui va faire le sprint. C'est lui qui est le dernier un petit peu de ce train. Mais voilà, c'est décousu. Là, les trains sont un petit peu mélangés. 1 km 600. Et petit à petit, la roue va commencer à se cabrer gentiment. Qui sera le plus puissant des sprinteurs? On va voir ça. C'est un coureur de la Visma Leasebach, en tout cas, qui est en tête du peloton. Mais derrière lui, il a un coureur de l'Ineos, qui lui-même a un coureur de la Visma dans son roue. Là, les trains sont mélangés. Allez, il y a... la Decathlon est pas mal. Tobias Lundgren a 2 coureurs devant lui. Il a un vrai train. On vient de passer la flamme rouge. Et c'est... à part la Decathlon, il n'y a aucun sprinter qui est dans la roue de son poisson pilote. C'est complètement mélangé. Voilà, ça joue des coudes. Pour l'instant, c'est un coureur de l'Ineos qui mène. Mais alors, l'Ineos, il mène, mais il n'y a aucun autre coureur d'Ineos dans les 25 premiers. Donc, c'est complètement raté. Et c'est parti, du coup, pour la Decathlon qui, elle, est absolument magnifique. Avec 2 coureurs devant Tobias Lund-Andresen. Lui, il est parfaitement lancé. Ouais, ça joue des coudes énormément. Là, derrière Lund-Andresen, avec un autre coureur de la Decathlon qui empêche. C'est Sam Wansson qui est bien placé pour l'Ineos Grenadier dans la roue de Lund-Andresen. On a Tim Thorn Teutenberg aussi. Et attention, il est gêné, Tobias Lund-Andresen. Il y va pas finalement. Oh, Teutenberg contré dans les barrières. Et finalement, c'est Ethan Vernon qui jaillit de nulle part pour aller lancer son sprint. Lund-Andresen, il a agi trop tard. Il reviendra pas. Ethan Vernon qui va aller s'imposer. Ah, Lund-Andresen, qu'est-ce qu'il a fait là? Il avait 2 équipiers. Et il a trop attendu. Et c'est Ethan Vernon qui en a profité pour aller chercher la victoire là, et assez largement. Il finit avec plus d'un vélo d'avance sur Tobias Lund-Andresen. C'est Laurens Pitty qui a suivi le mouvement d'Ethan Vernon qui vient prendre la 3e place. Ouh là là, mais il était mouvementé ce sprint avec notamment Tim Thorn Teutenberg bloqué dans les barrières par un équipier de Lund-Andresen. On verra s'il n'y aura pas des petites disqualifications quand même pour quelques coureurs. Mais en tout cas, la victoire d'Ethan Vernon, elle est propre. Et pourtant, il n'avait aucun train. Lui, il était tout seul. Il a perdu Jake Stewart, il a perdu Corbin Strong dans cette étape aussi qui a abandonné. Il n'avait pas de train du tout. Il n'y avait que Tobias Lundgren de toute façon qui avait un train. Là on revoit le ralenti. Il a 2 équipiers devant lui. Il a Tim Thorn Teutenberg et Samuel Watson dans sa roue. Ethan Vernon lui est dans la roue de Samuel Watson. Et le moment où ça se joue, c'est quand Tim Thorn Teutenberg choisit de prendre à gauche le long des barrières. Watson choisit de prendre à droite au milieu de la route. Et Ethan Vernon suit le mouvement de Samuel Watson. Ils doublent tous les deux Tobias Lund-Andresen. Qui, en fait, il est un peu gêné, Lund-Andresen, par ses propres coéquipiers. Il avait presque trop de monde là dans son train parce qu'il a ses 2 équipiers qui sont en face de lui et il ne peut pas passer. Il est obligé de faire un écart. Il tente de prendre la roue de Ethan Vernon, mais c'est trop tard. Il a déjà pris 5 mètres d'avance. C'est Laurens Pitty qui lui se retrouve dans la roue de Lund-Andresen qui prend la 3e place. Et on a même l'équipier là de la NSN, c'est Brady Gilmore qui vient faire 4e. Alors que c'était plus compliqué pour Samuel Watson et Tim Thorn Teutenberg qui ont lancé trop tôt avec en plus le coureur de la Lidl Trek complètement bloqué dans les barrières. Et puis, alors, où était Sam Welsford? Pas vu, c'était Sam Watson qui a fait le sprint pour l'Ineos. Et où était Mathieu Brennan? Pas vu non plus pour la Visma Leasebach. Alors que c'était ces 2 équipes qui ont fait le plus de travail dans la journée. C'était ces 2 équipes qui menaient là dans le final, mais de manière complètement décousue. Alors que la Decathlon, elle, avait son beau train. Et du coup, tout le monde a essayé de prendre la roue de Tobias Lund-Andresen, c'était ce qu'il fallait faire. Ethan Vernon était en 3e position, derrière Watson, derrière Lund-Andresen. Ensuite, il a dépassé tout le monde et vient offrir à la NSN Cycling Team la première victoire de son histoire. Et c'est en plus au niveau World Tour, sur ce Tour Down Under, grâce au Britannique Ethan Vernon. C'est un bon petit coureur, ce Ethan Vernon. Déjà sa 13e victoire de sa carrière et la 6e au niveau World Tour. Il compte déjà aussi 2 victoires d'étape sur le Tour de Catalogne, 1 sur le Tour de Romandie et 2 sur le Tour du Guangxi. L'an passé, il avait quand même connu une saison compliquée avec une seule victoire dans toute l'année. Et c'était sur le Tour de Catalogne. Aujourd'hui, il commence la saison mieux en s'imposant dès le mois de janvier. Donc sur ce Tour Down Under, il avait fait 5e de la première étape qui s'était terminée au sprint. Il avait aussi fait, on se rappelle, un 2e du prologue, battu pour moins d'1 seconde par Samuel Watson. Il fait donc un très beau tour et aujourd'hui, il va enfin chercher sa victoire. Alors même que ses équipiers Jack Stewart et Corbin Strong n'étaient plus là pour l'aider.
Et ben, il a pris ses responsabilités tout seul comme un grand et il est allé s'imposer. Il devance Tobias Lund Andresen qui lui aussi fait quand même un très beau tour. Hein. Une victoire d'étape et 2 deuxièmes places pour le Danois de la Décathlon. Laurens Pitty pour la Red Bull Bora Hansgrohe qui lui aussi a profité de l'abandon de son équipier Danny Van Poppel pour faire le sprint. Il prend la 3e place. Brady Gilmore, équipier d'Ethan Vernon pour la NSN, qui va prendre la 4e place. Ça, c'est quand même une petite surprise alors qu'il n'était pas vraiment là pour... je ne l'ai pas vu du tout aider Vernon. Il a fait son sprint dans son coin. Il vient prendre la 4e place devant Aaron Gates pour l'XDX Astana Team. Suivent Eduardo Zambanini pour la Bahreïn. Samuel Watson, 7e. Anton Charming, 8e. Andrea Raccani et Pierre Gautra complètent le top 10. Matthew Brennan ne prend que la 16e place. Tim Tottenberg, qui a été bloqué dans les barrières, lui termine 14e. Alors que Sam Welsford n'était carrément pas là pour faire le sprint parce qu'il y a eu des petites cassures. Hein, des coureurs ont perdu du temps. Finn Fisher-Black, par exemple, perd 18 secondes. Adam Yates en perd 25. Jack Haig en perd 36. Luc Plapp, échappé du jour, perd finalement 1 minute et 1 seconde. Donc son objectif de reprendre du temps est évidemment complètement raté. George Bennett, encore une fois, pas dans le coup, perd 1 minute 31, le leader de la NSN, mais bon, il se consolera avec la victoire de son équipier au sprint. Puis enfin, le dernier du jour, c'est Stan Friedheim, le sprinter de l'UNOX Mobility, qui en fait n'était pas du tout là dans le final. C'est pour ça que c'est Andreas Krohn pour l'UNOX qui a fait le sprint. Il termine dernier à 8 minutes et 32 secondes du vainqueur du jour. Et puis donc pas mal d'abandons. Au final, il y en a eu qui ont été pris dans la chute et d'autres qui ont abandonné à cause de la chaleur, comme Rémi Cavagna, présent dans l'échappée, puis ensuite rapidement, assez tôt lâché quand même dans l'étape. Et il a finalement abandonné, il n'a pas résisté à la chaleur. Il y en a d'autres, Antoine Loth, jeune français de la Décathlon, Kevin Guenietz, le luxembourgeois de la Groupama. On a aussi Liam Walsh, le sprinter australien, Christian Jardy van der Lee pour l'IF Education Easy Post, en plus des coureurs pris dans la chute. Vegard Stage, Laengen pour la Team Emirates, Danny Van Poppel pour la Red Bull, Corbin Strong et Jake Stewart pour la NSN. Et puis bien sûr, l'abandon du jour, c'est celui de Jonathan Narvaez, le 2e du classement général, qui est tombé tout seul en tout début d'étape. Du coup, il y a du changement au classement général, même si Jevine reste largement leader. Mauro Schmidt prend la 2e place, il est pointé à 1 minute et 3 secondes de Jevine. Et puis c'est Harry Sweeney qui est désormais 3e de ce classement, pointé à 1 minute et 12 secondes. Suivent Marco Brenner, Andreas Krohn, Andrea Raccani, Michael Lennard, Anton Charming, Filippo Zana et Matteo Sobrero dans le top 10. Au classement par points, c'est bon pour Tobias Lund Andresen. A priori, là, avec cette nouvelle 2e place, il a 20 points d'avance sur son premier poursuivant, Sam Welsford. Ça va être bon aussi pour Martin Urienstad pour le maillot de meilleur grimpeur, largement devant Renderick et Matthew Greenwood. Et puis au classement du meilleur jeune, donc la bonne affaire pour Andrea Raccani avec ce sprint intermédiaire. Il est allé chercher 3 petites secondes de plus et désormais, il devance Michael Lennard de 3 secondes. Mais là, il y aura encore du suspense demain peut-être pour ce maillot. Et ce sera évidemment la dernière occasion de tout changer puisque c'est la dernière étape. Et c'est un parcours d'une vingtaine de kilomètres qu'on va faire à 8 reprises dans les rues de Stirling, 170 km avec une ascension surtout. Alors elle n'est pas énorme, elle fait 2 km, elle est à 4%, mais ça monte aussi légèrement avant. Et donc ça va faire que monter et descendre demain. Pour les sprinteurs, il faudra quand même être accroché. Hein. S'ils veulent aller jusqu'au bout, il est possible qu'il y en ait pas mal qui lâchent quand même parce que ça va être usant, en plus de la chaleur. Le fait que ça ne fasse que monter et descendre. Il y a des baroudeurs qui seront très inspirés, certainement motivés pour aller à l'avant. Il y a des punchers qui voudront tenter un coup. Et puis, pour le classement général, personne pourra prendre 1 minute à Jevine sur un parcours comme ça, qui n'est quand même pas si difficile. Mais la lutte peut-être pour le podium entre Schmidt, Sweeney et leurs poursuivants sera intéressante. Et puis, surtout, l'enjeu, ça sera principalement la victoire d'étape sprinter ou un groupe plus réduit à l'arrivée. On saura ça demain. Salut à tous, salut à toutes.